Ici, il n'y a rien. Le seul moment de vie, c'est quand passe le train. En Australie, les plages sont paradisiaques, mais pas tant que ça. Ici, les trains sont très longs, parfois jusqu'à 1 kilomètre. Mais tout ça, c'est pour le plaisir. Bienvenue à bord pour notre mystérieux voyage. Donc, pour aller à la chasse au trésor, s'offrir des sensations fortes, voyager dans un train de la route et approcher des paysages presque surnaturels, en Australie, le train, c'est pas mal. Me voilà en Australie, le nord de l'Australie. C'est pas l'endroit le plus simple pour aborder l'Australie parce que le nord, c'est ce qu'on appelle ici les Northern Territory. Et ce sont des terres quasi désertes, sauvages, regardez. On voit tout de suite l'atmosphère. En fait, il y a ici un peu plus de 200 000 habitants sur un territoire qui est grand comme presque 3 fois la France. 200 000 habitants. En fait, il n'y a personne. Sauf que là, derrière, quelque part, il y a un train unique. Là. Voilà. Fallait venir le chercher, celui-là. Mais ça y est, il est là. C'est le Ghan. Ghan, ça vient du mot afghan. Parce qu'en fait, il évoque les chameliers afghans qui, au début de la colonisation de l'Australie, servaient à transporter tous les équipements. C'était les routiers de l'époque. Le Ghan est un train de légende. Sa mission, traverser toute l'Australie, du nord au sud, sur 3000 km, de la manière la plus confortable possible. Ce que j'adore dans ces trains, c'est que dès que vous montez, il y a tout de suite une atmosphère. Vous voyez, tout est en bois. Avec les petits numéros de chambre. J'adore l'atmosphère. C'est très calme, donc tout en bois. Il y a une vraie petite salle de bain, avec de la faïence au mur, toilette, douche, avec les petits produits qui vous attendent. Ce que j'aime bien, c'est que ça sent le début de l'aventure. Le Ghan s'élance. C'est un train que l'on prend avant tout pour le plaisir. Il y a une bonne ambiance ici, ça se sent tout de suite. Bonjour. Hello. Bonjour. Il y a une bonne atmosphère ici, hein? Fantastique, oui. C'est une super expérience de voyage. On veut le faire depuis très longtemps. Et comme c'est notre anniversaire de mariage, on a décidé de se l'offrir. Et il est très connu, ce train, en Australie? Bien sûr, oui. Il est très célèbre. C'est le seul train au monde qui traverse un continent du nord au sud. Alors, comment ça se passe? C'est comme une croisière? Il y a des choses qui sont incluses? On se laisse porter? Oui, tout est compris. Les boissons, la nourriture et le retour chez nous. Et on peut même faire des excursions aux arrêts si on veut. Tout est inclus dans le prix.
Et le voyage, là, en train, va durer combien de temps pour faire 3000 km? 2 jours et demi. Donc oui, Ok. on est parti ce matin et on arrivera à Adélaïde vendredi midi. Bah, ça a l'air bien parti, hein. Boisson illimitée, faites attention. Hein. I'll try. Non, je ne sais pas pourquoi, mais la carte de l'Australie, elle fait toujours rêver. Vous voyez, ça, c'est les routes des explorateurs, les voies qu'ils ont ouvertes. Alors, par exemple, Stuart, il a fait Darwin, là où on était. C'est lui qui a tracé la route comme ça vers Adélaïde. Et c'est le chemin exact que suit notre train, encore aujourd'hui. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde est sympa ici. Bien sûr, on est très amicaux en Australie. Vraiment? Oui, monsieur. Et pourquoi? On a la chance de vivre dans un super pays. Et grâce à ça, plein de gens ont envie de nous rendre visite. Le monde vient à nous et ça nous permet en retour de mieux connaître les gens de l'autre côté de la planète maintenant. Beaucoup mieux qu'avant. Quand vous dites on est de l'autre côté du monde, est-ce que ça veut dire que dans votre tête, vous sentez cette séparation, ce fait d'être différent, d'être un peu à part? Il y a longtemps de ça, quand j'étais gamine, en fait, n'importe quel endroit hors d'Australie était à des millions de kilomètres. J'avais un bel atlas et j'adorais en feuilleter les pages. Mais je ne connaissais rien de tous ces pays si lointains. Et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais les découvrir. C'est seulement au cours des 10 dernières années que j'ai pu découvrir vraiment le monde, parce qu'avec mon mari, nous nous sommes mis à voyager. Mais avant ça, quand on était jeunes, vraiment, on n'y connaissait pas grand-chose. Et pendant que ça papote au bar, une petite armée silencieuse prépare les cabines, borde les lits et vous mitonne une nuit aux petits oignons. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la cuisine. Bonjour. Je sais que vous êtes un peu dans le rush, là. Hein. Tu pars dans le rush. Comment tu vas être dans le rush là-dedans? Il n'y a pas la place. Ça a l'air bien, ces petits raviolis là. Et alors, à part le manque d'espace, qu'est-ce qui est compliqué quand on cuisine dans un train comme ça? Compliqué? Pour le premier service, j'ai 110 personnes à table. Dans une cuisine normale, tu aurais 5 ou 6 chefs. Ici, on est 2. Pour 200 personnes au total, avec 3 plats différents. Et dans cet espace. Donc oui, parfois c'est un peu compliqué. On dirait que vous aimez ça. Ah oui, j'adore. Tu vois là, je suis en train de cuire le kangourou. Des beaux steaks de kangourou grillés. Tu sais qu'on est un des seuls pays au monde à manger ça? De l'émeu et du kangourou. Ah bon, mais je savais pas que ça se mangeait le kangourou. Dis donc, ça passe vraiment, je savais pas du tout. Oui, c'est une viande très maigre et délicate. Donc on doit la cuisiner saignante ou à peine cuite. Il y a beaucoup moins de gras que dans l'agneau ou dans le bœuf. Si tu la cuis trop, ça devient vraiment très dur. Et c'est pas protégé comme petit animal, le kangourou? Les gens, ils sont pas tristes quand on tue les kangourous pour les manger? Non, non. On en a vraiment énormément ici. Et on ne les tue pas pour le plaisir, mais juste pour la viande. C'est pas une grosse industrie parce que c'est bien géré. Pour nous, c'est un peu comme si on mangeait du bœuf, du bétail, quoi. Tu veux goûter le kangourou? Ah oui, je veux goûter ça. Délicieux. Vraiment? Oui. Le premier kangourou de ma vie. C'est tendre, ça a un petit goût de gibier. C'est plus fin que le bœuf. Très très bon. Ah, il y a un petit truc subtil, ah, j'aime bien. Un petit côté chasse, vous voyez. C'est bon, hein? C'est pas mal. Quel est le regard que portent les Australiens sur les kangourous? C'est un animal qu'ils aiment? C'est un nuisible? Comment vous les voyez?
C'est vrai que ce soir on en mange, mais c'est pas si fréquent que ça. On préfère manger du bœuf ou de l'agneau. Le kangourou, ça reste vraiment exceptionnel. On n'en mange pas beaucoup. C'est un animal très populaire. On l'aime bien. Pourquoi? Écoute, un jour j'en ai tué un, et je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Ils sont pas méchants. Oh, et pourquoi vous l'avez tué? Comment ça s'est passé? C'était pendant une chasse au sanglier. Et ce kangourou s'est dressé d'un coup en haut de la colline. Et j'ai tiré. Après ça, je me suis juré de plus en tuer. Plus jamais. La nuit est douce. Le roulis léger. Et le réveil saisissant. Oh la vache! Mais c'est un four! It's very hot! Oui, il fait chaud, oui. 28? 30 degrés? Non, non, non. Un peu plus? Moins. Plus? Vraiment? Ouais, 37. J'ai pas trop chaud, moi. 37. Oui, peut-être. Ça ira, tu vas t'habituer. Je profite de cet arrêt pour aller un peu plus profondément encore dans ces territoires du Nord. D'immenses plaines, parfois marécageuses, une chaleur accablante, pas grand monde, et sur mon chemin, une ferme. Bonjour. Hello. Salut, comment ça va? Bonjour. Ça va? Et c'est à qui cette ferme? Elle est immense ici. C'est chez moi. C'est vous? Oui, c'est moi qui la gère, oui. Et vous avez combien d'hectares là? Je comprends pas vraiment les hectares, mais ça fait 1400 km² au total. Ah, vous comprenez pas les... C'est trop petit les hectares, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ridicule, on a besoin de beaucoup plus. Ouais. Toutes les distances sont grandes ici. C'est un très grand pays. Je suis Mick, Crocodile Mick. Hein? Crocodile Mick? Ouais, Crocodile Mick. Je suis chasseur de crocodiles. Ah bon? Les crocos posent beaucoup de problèmes dans les ranchs ou les fermes ici. Comme chez Adrian. Les crocos se cachent dans l'eau et quand le bétail vient boire, ils les chopent et les bouffent. Attendez, vous voulez dire que votre bétail se fait manger par des crocos? Ouais, l'ami. Ils blessent ou tuent mes animaux. J'en ai déjà perdu 11 cette année. Ça me coûte cher, donc je dois vraiment y mettre un terme. C'est pour ça que j'ai appelé Croc Mick. Lui, il danse avec les crocodiles. Moi, j'ai pas envie de me faire bouffer le derrière. Il peut jouer avec eux, pas moi. Et donc vous êtes chasseur de crocos à la demande? Comment ça se passe? C'est les fermiers qui vous appellent? Dans ce cas-là, oui. Ici, dans les Northern Territories, le nombre d'attaques a explosé. Les crocos sont partout, donc on doit faire quelque chose pour limiter leur expansion. Et on a tellement de boulot qu'on n'a même pas le temps de se gratter les fesses. On est envahi. Ce qui serait intéressant pour toi, c'est que tu viennes voir un peu comment ça se passe et ce qu'on fait. Et en plus, quand je te regarde, t'es bien bâti et nourri, je pense, à la bonne gastronomie française et au très bon vin. Donc tu ferais un très bon appât pour nous. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas rassurant, mais c'est tentant. Et ça vous excite de partir chercher le croco? Ouais, et à chaque fois qu'il voit arriver un pantalon noir et un t-shirt bleu, il commence à trembler. On leur a zigouillé pas mal de copains dans le coin. Tu vois, tout est plat ici, tout se ressemble. Donc le seul truc pour te repérer, c'est cette grosse boule au-dessus de nous. Tu dois la suivre, est, ouest, nord, sud. Si t'es pas sûr, tu plantes un bâton dans la terre et tu regardes dans quel sens part l'ombre. C'est vraiment très facile de se perdre en Australie.
Et il y a beaucoup de gens qui se perdent, qu'on retrouve morts parce qu'ils se sont perdus. Ah ouais, tout le temps. Tu dois vraiment être préparé pour vivre ici. Les gens ne réalisent pas à quel point ce pays est grand. Regarde, juste cette propriété, 1400 km². T'as des crocos, des buffles, t'as pas d'eau potable, des serpents, que des choses sympathiques. Donc faut vraiment faire attention. Toujours garder un œil ouvert. J'ai de la chance d'être avec vous alors. Écoute, ouais, on est très fort ici, au jeu de la survie. Il y a des marais là, il y a des marécages, ça c'est bon pour les... Je vois sur... Ah ouais, je pense qu'on en a un là. Ah bon déjà? Je pense, oui. On en a un dans le piège. Ah, il est pas complètement dedans. C'est bon, la porte est bien fermée sur lui. Il y en a un là? There is one? Oh, vache. J'ai un peu la trouille. Oh la vache, ça bouge. Et je peux venir? Il est vraiment enfermé là? Ouais, il est dedans. Ah, c'est vigoureux, hein? Ouais, c'est un grand celui-là. Un beau bébé. Et on sent au regard qu'on peut pas dialoguer avec... Il a pas le regard tendre. Trop de dents. Trop de muscles. Tu négocies pas avec ces gars-là. Tu vois? Allez, parle, Mick. Et ça, c'est le crocodile que vous vouliez? Vous l'aviez repéré, celui-là? Ou c'est un parmi des dizaines? C'est un parmi beaucoup. Il y en a un paquet ici. Il fait certainement partie de ceux qui tuent mon bétail. Oh, je vais m'éloigner, moi. Je vais m'éloigner. Oh, je vais m'éloigner. Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous l'attrapez? On l'attrape pour pouvoir le maîtriser. Si on ne l'attache pas, je peux pas le tenir pour le tuer correctement. Adrian, j'arrive pas à passer le collier. Je vais pas réussir s'il est dans cette position. Bon, je vais devoir te tuer ici alors. Je m'excuse, vieux. Je tiens la corde, fais vite. Pourquoi vous lui mettez du ruban adhésif? Il est mort. Tu peux jamais être sûr qu'il est bien mort. J'ai tiré, mais ils ont un tout petit cerveau. On l'a pas forcément eu. Il peut faire le mort et te croquer la jambe d'un seul coup. Donc là, si ça se trouve, il fait semblant d'être mort. Ouais, c'est comme un fusil. Il est toujours chargé. Oh, et qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, comme il s'est bien agité dans l'eau, il peut très bien y en avoir un autre là derrière. Je surveille. C'est juste une sécurité, au cas où. Et si ça arrive, je le dégomme. C'est rassurant. Alors ça... Et vous fumez une cigarette après la capture? C'est comme en amour. La cigarette après un câlin, tu connais? Je les adore, c'est un animal tellement majestueux. On ne peut pas le gaspiller. Quand je le sors de l'eau, je dois tout utiliser. Quand tu tues un animal, soit tu fais quelque chose avec, ou sinon tu le laisses vivre. Celui-là, il va être transformé en sac à main, en un beau cuir. Et chaque partie sera utilisée. Je vais donner la viande en ville à des amis aborigènes, ils adorent ça. C'est gagnant-gagnant. Rien ne se perd. Regarde comme c'est doux. Ah oui, c'est plus mou que je pensais en fait. Tiens, regarde son ventre. Ce qui en fait le plus beau cuir au monde, ce sont les petits carrés là, qui sont très petits comparés à la plupart des crocos. Ces carrés et la membrane sous la peau là, ils sont fins.
Et cette finesse, c'est ce qui la rend plus flexible. Ça fait le meilleur cuir. Tout ça, c'est de l'os. Tout son dos est couvert d'os. C'est comme des panneaux solaires. Et il prend son énergie du soleil. Ah oui? La température de son sang se régule ici et retourne vers le cœur. Ah, ok. Ils sont plus intelligents que nous. Ils ont inventé les panneaux solaires il y a 65 millions d'années. C'est vraiment un animal très sophistiqué. Et si tu ne ressens rien dans ton cœur quand tu le tues, c'est vraiment que tu as un problème. En tout cas, en ce qui me concerne. Celui-là, maintenant qu'il m'a rencontré, va devenir immortel. Je vais sans doute l'empailler pour préserver la peau, la tête et chaque partie de son corps. Et comme ça, grâce à moi, il sera encore vivant dans 100 ans. Oh la vache, ah oui, c'est lourd ça. Oh la vache. Et s'il se réveille? Ça pèse combien? À la louche, 150 kilos. 150 kilos? Ouais. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. C'est pour ça qu'on l'a bien attaché. Il peut plus sauter. Dans les territoires du Nord, il y a près de 200 000 crocodiles, soit environ 1 croco par habitant. Mais l'espèce est protégée et Mick bénéficie d'une autorisation spéciale pour chasser l'animal et aider les éleveurs. Je retrouve l'ambiance feutrée du GAN à l'heure du petit déjeuner. En cabine, c'est l'heure du nettoyage matinal. J'en profite pour demander l'autorisation de visiter la partie la plus luxueuse du train, les wagons dits Platinum, et cela pendant l'absence de leurs occupants. Et voilà, bienvenue dans un de nos wagons privés. Nous, on l'appelle le wagon présidentiel. Souvent, il accueille des groupes d'amis qui s'offrent plusieurs wagons. Ah, ça veut dire qu'on peut louer un wagon complet pour soi ou pour sa famille? Oui, c'est souvent une famille. Là, on a une famille de 4 enfants et 2 adultes. Mais ça marche aussi pour les groupes. Car il y a 4 chambres, donc 8 couchages au total pour 8 personnes. Et regarde, la salle à manger est là. Ah oui, pas mal quand même. Ils ont leur propre salon, leur salle à manger, et ils peuvent même avoir un cuisinier privé s'ils veulent. Est-ce que je peux savoir le prix pour louer un wagon complet comme ça? À la base, c'est 5 000 €. Mais souvent, ils sont à 5 ou 6. Donc c'est autour de 800 € ou 1 000 € par personne pour 3 jours. Ah oui, c'est un beau cadeau. Oui, c'est sûr, oui. C'est chouette, on a l'impression d'être une immense maison tout en longueur. Pour la nuit, ces fauteuils se transforment en un lit double. Et alors, ça devient un vrai grand lit qui vient jusqu'ici. Il y a vraiment toujours, dans toutes les cabines, une atmosphère vraiment très agréable, très chaleureuse. On se sent comme dans un petit cocon tout douillet. C'est exactement ça. C'est comme une croisière, sauf que t'es dans un train. Mais en plus, on s'arrête dans plusieurs endroits magnifiques sur la route. Et il n'y a rien de plus à faire que de se détendre et regarder par la fenêtre. C'est un changement permanent. Tout le monde a envie de voir ça. C'est tout simplement magique. Le GAN file à travers le désert, plein sud. Prochaine halte, au cœur de l'Australie, dans la région de Coober Pedy, un curieux nom dérivé d'un terme aborigène qui signifie « le trou de l'homme blanc ».
encore dans un endroit extraordinaire, comme souvent en Australie, loin de tout. La grande ville la plus proche, elle doit être à 8 heures de route, c'est Alice Springs. Et bon alors comme d'hab, regardez, c'est immense, c'est plat, il n'y a pas grand-chose. Sauf peut-être, regardez, ces espèces de taupinières. Vous voyez, des petits tas comme ça un peu partout, il y en a des milliers, et même des millions comme ça partout. Et alors s'il y a des taupinières comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose en dessous. Regardez, vous avez une taupinière, un trou. Une taupinière, un trou. Un trou, une taupinière et ainsi de suite. En fait, sous la terre, là, il y a des hommes qui creusent encore depuis 100 ans. C'est flippant. Il y a quelqu'un? Ah oui? Et ça fait quelle profondeur, ça, là? 22 mètres. Oh la vache. Et vous êtes combien, là, au fond? T'as qu'à venir voir. Bon, ok. Et je passe par où? Tu vas trouver. Bon, ok. Me voilà au pays des chercheurs d'opale. Y a quelqu'un? Eh oh! Ah, là-bas. C'est marrant parce qu'on n'imagine pas du tout ça quand on est dehors. On voit juste des petits tas. Et puis là, en dessous, c'est une cathédrale. Vous êtes où? Là? Bonjour. Salut mon gars, moi c'est Ashley. I'm Philippe. Enchanté. Et vous êtes tout seul là à creuser dans votre trou? Bah oui. Tu veux jeter un œil? Suis-moi. Tiens, prends un casque là. Ok, attendez. Hop. Ok. Ok. Fais attention à ta tête. Comme ça? Ouais, par ici. Ah, non, c'est dingue. Aïe, oh, ça cogne. Ah, mais c'est fou ça. Et ça, c'est le trou d'où je vous parlais? Ouais. Ah, ok. Mais c'est gigantesque. Mais vous avez creusé de combien de mètres de galerie à vous tout seul? Plein. Ah, c'est là que vous creusez? Oui. C'est là que je cherche l'opale. Tu vois la petite ligne bleue? Ça là? Oui, c'est ça. Donc vous avez trouvé un filon là? Juste une petite veine d'opale. C'est pas mal. Ça paraît joli, mais c'est pas vraiment précieux. J'aurais pas beaucoup d'argent pour ça. Ah, c'est à la main, au pic? Oui, au pic. Il y a un gros bout qui vient. Et là, il y a de la... Elle est blanche, celle-là, c'est pas mieux? Non, ça c'est du gypse. Mais il y a peut-être un petit peu de couleur verte derrière. Et ça, c'est mieux? Oui, un petit peu mieux. Et c'est laquelle la meilleure? La rouge, c'est la bonne. Mais vert, ça va aussi. Ça me fera un peu d'argent. J'aurais pas mieux ici, je crois. Ah, mais j'en reviens pas. Vous creusez comme ça tout, avec votre pic, petit à petit, pour chercher des tout petits bouts d'opale comme ça, et vous avez fait ces grandes galeries. Pour les galeries, on utilise d'abord des machines, et après, on finit à la main. Mais on doit faire ça doucement, pour pas tout casser. Spécialement quand t'es dans le bon filon. Ça peut valoir des milliers de dollars pour 30 grammes. Bon allez, j'essaye ici.
Pas de trésor. Je ne serais pas riche aujourd'hui. Et vous savez combien il y a de mineurs qui sont en ce moment sous terre, là, dans le secteur, en train de creuser comme vous, dans leur coin? Malheureusement, pas tant que ça. Tous les jeunes gars sont partis bosser dans une grosse mine d'or, ailleurs. Une énorme mine qui les paye à la semaine. Ici, on ne sait jamais quand le salaire tombe. Et du coup, il y a de moins en moins de mineurs. C'est dommage. On doit juste continuer d'essayer. On ne sait jamais, il y a toujours un lendemain. On doit se dire toujours, bon allez, encore un petit coup de pioche et derrière, il y a la fortune. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Un jour, j'ai sorti un bloc qui était magnifique, avec 2 beaux reflets rouges. 3 morceaux dedans. J'en ai tiré 60 000 $. C'était incroyable. Mais parfois, tu bosses dur pour rien. Et c'est pas grave, ça me tient en forme. Bon, on n'est pas chanceux pour le moment. Non? Non. On va peut-être trouver un meilleur endroit. Ok. C'est bon? Yeah. Alors suis-moi. Pourquoi il y a des trous alors qui montent jusqu'à la surface? Quand on est à la surface et qu'on prospecte, on fait un forage et on se laisse glisser dedans. On vérifie s'il y a de l'opale présente. Si c'est le cas, on revient et on creuse une plus grande entrée. C'est quoi ça? Ils y vont fort, là? Il dégrossit au-dessus d'un filon. Et ensuite, on va creuser en dessous à la main, doucement. La machine, c'est juste pour dégager les abords. Et dans une minute, il va s'arrêter. Et on ira voir la qualité des veines. Hello. Hello. Bonjour. Salut. Je te présente Denis. Hello, Dennis. Vous avez vu quelque chose là? Bah ouais, il y a un peu de Matrix. Ah, ça sent bon ça. Elle est bien celle-là? C'est un très bon début. On veut de la bonne. We want good one. Vous pouvez faire quelque chose? On va essayer. On va vraiment essayer. Et vous, ça fait combien d'années que vous cherchez de l'opale? Ah, ça fait un paquet de temps que je tape dans l'opale. Mais comme tu peux voir, je suis pas riche. Les temps sont durs. Et notre future fortune est juste là derrière. Denise va la trouver. Et si c'est pas là, ce sera la prochaine. Et vous perdez jamais le moral. Vous êtes toujours sûr qu'il y aura quelque chose derrière. Oh oui. Oui, parce que ça arrive. Il y a peut-être de l'argent très facile là derrière. Tu sais, avant j'étais éleveur de moutons pendant 19 ans. Ça, c'était un métier très dur. Ici, c'est beaucoup plus facile que de s'occuper des moutons. Je cherche un gros trésor, je dois le trouver. Et si je le trouve, ce sera parfait. Il ne reste à Denis qu'à trouver la bonne poche maintenant. Et le plus tôt sera le mieux. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite plein de pales rouges. C'est sympa, merci beaucoup. Porte-toi bien, l'ami. Allez, Denis. Red. Ouais, l'opale rouge. Après quelques jours de désert, je commence à ressentir une étrange envie, plutôt rare. J'ai envie de foule, de bruit. Je crois que la grande ville me manque. Direction Sydney. Alors, je dois bien vous avouer un truc qui m'embête, c'est que le moyen le plus chouette d'arriver à Sydney, c'est pas le train, c'est le bateau. Par la baie de Sydney, regardez. En un seul coup d'œil, vous avez tout. Vous avez la ville, vous avez un des monuments les plus célèbres du monde, l'Opéra de Sydney, qui a un look moderne, mais qui en fait date des années 50. Le projet date des années 50 et il a été construit entre 59 et 73. Ça a été très long, très compliqué. Il a coûté 14 fois le budget prévu.
Ça a fait beaucoup de polémiques à l'époque, mais maintenant qu'il est célèbre sur la planète entière, on parle plus de tout ça. Et puis alors, juste devant le bateau, là, l'autre emblème de la ville, le Harbour Bridge, que les habitants de Sydney appellent soit le porte-manteau, soit le grille-pain. Sydney, c'est une drôle d'histoire. Au début, les Britanniques avaient décidé de faire de cet endroit bien lointain une colonie pénitentiaire. Ceci afin de désengorger les prisons de Londres. Les premiers bateaux d'immigrants arrivés ici furent donc surtout des bateaux remplis de centaines de prisonniers. Depuis, Sydney a bien changé. C'est le poumon commercial et financier de l'Australie. Une ville qui réussit le tour de force assez rare de mêler décontraction, dynamisme économique et qualité de vie. C'est assez difficile de ne pas avoir un petit faible pour Sydney. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un petit tour à la gare centrale. Alors, la gare de Sydney, c'est une gare un peu spéciale, parce qu'il y a beaucoup de trains de banlieue, mais finalement, il n'y a pas énormément de trains grande ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, prendre le train ici, c'est toujours une énorme aventure. Les distances sont immenses. Si par exemple, ici, vous prenez un train pour la ville de Perth, la ligne va faire 4300 km. Si vous imaginez, ça fait la distance Paris-Téhéran en ligne droite. Un petit peu plus même. Donc voilà, vous allez mettre 3 jours et demi. Donc il n'y a pas tant de gens que ça qui prennent le train sur des longues distances. On prend plutôt l'avion. Donc nous, on va prendre un petit train de banlieue pour se détendre. Et j'ai entendu dire que cette ligne était très jolie, là, cette ligne de banlieue, c'est vrai? Ce qu'on t'a dit, c'est sans doute parce que l'intérêt principal de cette ligne, c'est qu'elle dessert les Blue Mountains. Quand tu vas dans la région de Victoria, en traversant de beaux endroits, c'est vraiment très joli quand il fait beau. Il y a plein de choses à contempler, la campagne est belle. C'est sans doute plus joli que la banlieue, la ville ici. Mais là, le temps est pourri, on ne va pas voir grand-chose. Et pourquoi vous avez pris ce train aujourd'hui? On a 2 sœurs qui vont nous rejoindre et on va descendre à Katoomba pour 2 nuits. Et il y a un endroit avec 3 rochers qu'on appelle les 3 sœurs. Et nous, on est 4 sœurs. Ah oui, donc c'est la journée des sœurs. C'est ça, les 3 sœurs. Ah oui, vous allez très loin dans la journée des sœurs. Donc ça, c'est 1, 2, 3 sisters. 4, une de plus. Donc il y a trop de sœurs, il va falloir faire quelque chose. Oui, on va en pousser une dans le ravin. La garce. Non, pas toi, pas toi. Et il y a une bonne ambiance dans la famille, dis donc. On s'aime bien, on se chambre beaucoup. Donc on attend les sœurs, là. Ah oui, elles auraient dû monter à la dernière gare. Et elles vont s'asseoir où? Là? Elles vont s'asseoir là. Ah, j'adore les trains qui font ça. Ça, c'est super. Et si jamais vous vous disputez avec vos voisins d'en face, clac, et du coup, on peut rester fâché tranquille. Hello, bonjour. Bonjour. Bonjour, I'm Philippe. Asseyez-vous, il faut que je vous dise quelque chose. Parce qu'on vient d'apprendre également qu'il y a une des 4 sœurs qui doit disparaître. Oui, tu sais, on lui a expliqué que les 4 sœurs allaient aux 3 sœurs. Oui, c'est une histoire de femmes, 3 sœurs contre 4 sœurs. C'est vraiment un moment entre nous. Se retrouver, bien manger, boire du vin. Beaucoup de vin? Oui. Un petit peu. Ne regarde pas dans les sacs, c'est mieux. Il y a un vin en Australie qui s'appelle les 4 sœurs. Ah oui? Oui, et on a l'habitude de le boire ensemble.
C'est ça l'idée. On prendra une photo de nous 4 devant la montagne des 3 sœurs avec la bouteille des 4 sœurs. Ça va être dur à suivre. Bon, en tout cas, vous êtes des sœurs très sympas. Ça donne envie de faire partie de votre famille. Oui, on est une grande famille, tu sais. C'est une famille sympa. Merci beaucoup. C'était sympa aussi de te rencontrer. Ah, c'était un plaisir pour moi aussi. Mais alors attention, pas trop de vin et de champagne, hein. Non, 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 juste assez. Juste un verre. La légende aborigène raconte que 3 sœurs magnifiques, appartenant à une même tribu, étaient amoureuses de 3 frères d'un village voisin. Hélas, les règles de la tribu interdisaient le mariage avec les membres d'un autre village. Une guerre terrible va éclater. Pour protéger les 3 filles, le sorcier du premier village les transforme en pierre. Mais pendant les combats, le sorcier est tué. Il ne pourra donc jamais inverser son sortilège. Les 3 sœurs sont encore aujourd'hui pétrifiées. Les paysages australiens sont d'incroyables machines à faire rêver. Ici, la solitude, l'immensité vous donnent toujours envie d'aller encore plus loin. Le must, quand on voyage en Australie, c'est essayer d'attraper ce qu'on appelle dans le pays un road train, c'est-à-dire un train de la route. Alors pour faire ça, il suffit de se mettre au bord de la route, comme ça, et, j'espère que ça va marcher, et d'attendre. D'attendre un peu longtemps parfois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais enfin, ça devrait venir. Peut-être dû prévoir un petit casse-croûte. Ah, c'est bien, il ralentit. Oh, dis donc. On m'avait dit que c'était gros, mais c'est très gros. Il y a marqué road train dessus. 1, 2, 3 remorques. Hey! Hey, mais elle est énorme! Et c'est énorme votre camion. Bonjour. Salut les gars. Et votre camion, il est énorme. Ouais, gros bahut. C'est un gros camion. Et pour vous, c'est normal ou c'est complètement hors norme? Ah, c'est normal pour ici, en Australie. Ouais. Les road trains à 2 ou 3 remorques. Yeah? Normal. Bah pour moi, petit français, c'est vraiment incroyable. C'est sympa de vous arrêter, merci. Pas de souci. Je m'arrête plutôt pour les jolies filles, mais pour toi, j'ai fait une exception. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah bah oui, c'est vrai, c'est à l'envers. Oui, ça, c'est mon côté. C'est conduite volant à droite. Ah, il est magnifique, magnifique. Tu vas voir comme c'est confortable. Oh, bah, c'est moelleux. Si c'est trop haut, tu peux le baisser un peu. Tu le règles comme t'as envie. Ah, c'est bon ça. Ok, on y va maintenant. Ok. C'est chouette, hein? C'est confortable en plus. C'est la première fois pour toi? Monter à bord d'un road train? Ah ouais, c'est la première fois, ouais.
Oui, parce que d'habitude, je fais des trains, mais pas sur la route. C'est bien aussi d'essayer de nouvelles choses. C'est vrai. Alors, c'est confortable, mais en même temps, ça vibre pas mal. C'est la route. Quand tu es très chargé, s'il y a beaucoup de bosses, il faut faire attention. Il faut faire gaffe dans les descentes, à ne pas dépasser 100. Sinon, on risque de se faire embarquer. Et qu'est-ce qui se passe? Les remorques vous doublent? Si tu corriges pas la trajectoire, tu vas faire l'essuie-glace. Ça va tanguer. Et on commencera à faire le serpent même. Le serpent de la route. Tiens, regarde dans le rétro. Ah oui, dis donc, oh la vache! Et c'est pas dangereux? Quand tu es chargé à bloc, ça peut vite devenir un cauchemar. Et tu peux même finir dans le décor. T'as le cœur qui bat à 200 si t'es pas habitué. Le truc, c'est de se fixer un point au loin. Tu vises une ligne sur la route et tu maintiens le cap droit devant. C'est ça qui va stabiliser le camion. Et il y a quel poids derrière, là? Là, il y a 120 tonnes. Je peux pas mettre plus dans cette région. Mais ailleurs, je pourrais ajouter une ou deux remorques en plus. Et là, ça pourrait aller à 140, 160 tonnes. Tu vois, ici, une bonne journée, c'est 14 heures par jour. C'est ce que je fais. Ça veut dire environ 1200 km par jour. Et comme tu vois, t'es pas déconcentré par le décor. De temps en temps, tu croises un kangourou, un émeu. T'as juste la route qui défile. T'as juste à monter le son, écouter la musique et tracer. Vous vous ennuyez pas au bout d'un moment? Parce que c'est vrai que c'est extrêmement monotone. Bah, tu sais, quand je commence à en avoir marre, je prends un café. Je fais une petite pause. Je me dégourdis les jambes. C'est facile, tu peux t'arrêter presque n'importe où. Mais c'est important quand tu fais des longues distances. Il y a des mecs que je connais qui vont courir. C'est une façon de faire. Mais moi, comme tu vois, c'est pas mon truc. Je préfère m'arrêter et faire une petite sieste dans ma couchette, là, juste derrière moi. Et ça a l'air assez confortable. Ah, c'est même très confortable. Attends, lui, on va se le faire. Il y a une sorte de petite compétition entre les chauffeurs? Il va râler. Ouais, René, c'est juste pour rire. Ok, pas de problème. On peut rouler 500 km avec rien, mais même pas un petit bistrot pour s'arrêter, une maison, absolument rien que la route et le désert. Et il fait très chaud en plus des fois ici, non? Quand tu vas vers les mines de gaz au nord, ça peut monter jusqu'à 55, 63 degrés la journée. Et la nuit, ça descend pas en dessous de 35-40 degrés. C'est étouffant. Alors tu mets la clim à fond, mais ça suffit pas. Il fait si chaud que parfois les pneus explosent. Alors ça... Mais même 63 degrés, le processus de cuisson a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on doit cuire, mais vraiment au sens propre. Dès que tu sors, tu sens la peau qui brûle. T'es trempé. Ouais. C'est vraiment horrible quand il fait 60. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Oh, c'est une longue histoire. J'ai toujours aimé ça. Mes cousins étaient routiers, leur père était routier. Quand j'étais gamin, ils m'ont filé le virus. Pour moi, ce boulot, c'est un plaisir, je travaille pas. C'est toujours une balade. Une excellente balade. Ah oui, donc en fait, vous n'avez jamais l'impression de travailler, en fait. Vous êtes en vacances, là. Ouais, c'est ça. Toute la journée, chaque jour en vacances. J'adore mon job. Tu vois, quoi de mieux que d'être assis là, conduire et profiter de ce pays tellement beau. Je connais pas de meilleur boulot. C'est le meilleur du monde.
Votre vie, c'est ça, c'est rouler, charger, rouler, charger, rouler, charger. Ouais, c'est le principe, oui. En fait, je remarque un truc, c'est que vous rencontrez très peu de gens, parce que là, ça charge, bon bah voilà, vous n'intervenez pas particulièrement. Vous êtes très seul, en fait. Ouais, c'est vrai. T'es tout seul. T'as juste le boss qui t'appelle et qui te dit « Va charger là ». Voilà. Et tu traces. Toujours la même chanson. C'est cool. Un bon voyage. Merci. Thank you very much. L'Australie, je l'imaginais cool, avec des plages, du soleil, une économie dynamique. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est d'abord un pays rude, désertique, avec un climat difficile et en de nombreux endroits des animaux sauvages dangereux. Ici, la relation entre les hommes et la terre est donc très particulière, forte. Il y a comme un attachement puissant. Et je crois bien que cet attachement est rapidement contagieux.